La dernière minute de l'actualité nous emmène du côté de Marseille, dans la cité phocéenne, où il y a eu Boris Karlamov. Aujourd'hui, un homme qui a été tué par des policiers. Il avait des couteaux à la main. Que s'est-il passé précisément? Oui, les faits se sont donc déroulés peu avant 15 h. Nous sommes dans le premier arrondissement de la cité phocéenne, à 2 pas du Vieux-Port. Il y a donc un individu qui était armé de 2 couteaux et d'une barre de fer sur la voie publique, cours Belzunce. Cet individu a été menaçant envers ces policiers qui ont donc ouvert le feu à plusieurs reprises. C'est une scène en 2 temps, puisqu'avant cela, ce même individu est soupçonné d'avoir poignardé au moins 3 personnes dans un hôtel. L'une de ces victimes se trouve toujours dans un état d'urgence absolu. Tout de suite, un périmètre de sécurité qui est toujours en place, vous le voyez grâce aux images d'Anne Boise, avec donc des policiers qui sont toujours présents sur les lieux. À noter que le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, a été rapidement dépêché sur place. Il devrait prendre la parole dans les toutes prochaines minutes pour nous faire donc un premier état des lieux. Mais voilà, au moins 3 personnes blessées, dont une en urgence absolue, après une rixe dans un hôtel. L'assaillant qui a donc été abattu par les forces de l'ordre. Alors, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit cet assaillant menaçant avant d'être neutralisé, comme on le dit, mortellement par balle par la police. On est à 2 pas du Vieux-Port, hein. Oui, absolument. On est à côté du tramway. Il est sur une place où il y a de nombreux fast-food. Et justement, cet assaillant, il se trouve donc sur ce cours-là. Et on le voit donc sur ces vidéos reculer face aux policiers qui le mettent en joue. Au moins 4 policiers qui le mettent en joue. Et à un moment, l'assaillant, semble-t-il, lève ses mains avec les 2 couteaux à la main. Et c'est à ce moment-là bien que les policiers ouvrent le feu. Il se trouve alors sur la terrasse d'un kebab. Donc plusieurs policiers qui ont donc tenté de le neutraliser. Avant cela, donc je le rappelle, cette scène qui s'est déroulée dans un hôtel où cet homme est donc soupçonné aujourd'hui d'avoir poignardé plusieurs personnes. Il y a un couteau d'utiliser. Est-ce que c'est un acte terroriste, un règlement de compte, une rixe? Alors pour l'instant, nous n'avons aucune information sur un éventuel acte terroriste. Quoi qu'il en soit, le procureur de Marseille, Nicolas Besson, est sur place et on devrait en savoir davantage d'ici quelques minutes à l'occasion de sa toute première prise de parole. La parole de Nicolas Besson, on va le rappeler, est assez rare. On a peu l'habitude de l'entendre, surtout sur une scène en dehors de son tribunal judiciaire. Mais les faits sont graves, effectivement. On est au cœur de Marseille, avec cet homme qui poignarde 3 personnes qui sont blessées. La police qui le neutralise, le tue. Mathieu Vallet, vous êtes avec nous, député européen Rassemblement National, ancien policier. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Marseille va être chaud. Eh bien, écoutez, moi, je salue les policiers de Marseille qui ont agi avec courage et rapidité pour protéger d'éventuelles autres victimes, en plus de celles que vous évoquez. Moi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes blessées au couteau et on a évité, à mon avis, un bain de sang et des drames supplémentaires grâce à l'intervention de ces policiers. Moi, je dirais pas que la police tue. La police a neutralisé un suspect au couteau. Alors, j'ai vu que dans Frontières, le média, il y avait une publication sur cet individu qui serait tunisien avec un titre de séjour valide et qui serait connu des services de renseignement, donc suivi par nos services de renseignement qui font un travail de dingue. Des inscriptions au TAJ. Il faut expliquer ce que c'est que le TAJ. C'est le traitement des antécédents judiciaires. En fait, quand vous faites l'objet d'une procédure policière ou gendarmesque, il y a une trace qui est gardée dans les fichiers de police et de gendarmerie de manière à ce que s'il y a une autre enquête ou s'il y a besoin de savoir à qui ont affaire les policiers et les gendarmes, ils puissent avoir une traçabilité des enquêtes et des infractions qui ont été présumées reprochées sous le contrôle du procureur de la République dans notre pays. Voilà, donc moi je salue effectivement ces policiers qui tous les jours font face à un sauvagement et à des actes barbares sur le territoire national. Si les policiers ont tiré et l'ont touché mortellement, ça veut dire qu'ils étaient dans une situation où malheureusement il n'y avait plus d'autre choix, quoi, en fait. Vous savez, moi j'ai fait des formations au tir et des formations ce qu'on appelle des TDI, aux techniques de défense d'interpellation, qui sont enseignées en école de police et dans les centres de formation en police lorsqu'on est sur le terrain. Au couteau, ça peut aller très vite. Il n'y a pas de geste réglementaire de l'individu pour vous attaquer. Et il faut préserver la vie des policiers et la vie de nos concitoyens. Donc face à un couteau, évidemment que c'est difficile de neutraliser, d'interpeller le suspect sans avoir recours à des armes létales et non létales. Il peut parfois avoir l'utilisation du taser, sauf que là on voit sur la vidéo, qui nous sert évidemment, qu'il est très excité, qu'il agite le couteau dans tous les sens et que les policiers ont un dixième de seconde pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle qui va permettre d'éviter qu'il y ait d'autres victimes en plus de celles que vous avez déjà évoquées. Boris, Oui. Des précisions? Oui, preuve que la situation est prise très au sérieux par le ministère de l'Intérieur. Nous apprenons à l'instant que Bruno Retailleau va prendre la direction de Marseille pour se rendre à l'évêché, qui est un des plus gros commissariats de la ville. Il est attendu donc ce soir à l'évêché à 20h30, information qu'on vient d'avoir. Donc voilà, c'est la preuve que les faits sont pris très au sérieux par le ministère de l'Intérieur. Mais lorsque les policiers face à un individu, ils sont sur les images et les renseignements qu'on peut avoir 2 ou 3, il n'y a pas moyen à ce moment-là de... Je sais que ça se joue une fraction de seconde, hein,
mais de viser le bas du corps, les jambes pour le neutraliser plutôt que En fait, viser le haut du corps. En fait, Alain Marchal, je vais faire très simple. La légitime défense, l'article 122-5 du Code pénal est très simple. C'est un tir de réaction. Quand vous avez un tir de précision, c'est-à-dire que vous commencez à viser, que vous commencez à avoir un temps suffisamment long pour pouvoir viser une partie du corps, c'est que vous n'êtes plus dans la réaction. Et donc, vous n'êtes plus dans ce qu'on appelle une défense instantanée face à une agression actuelle et réelle. Donc, non, le policier a son arme en main et la principale priorité, c'est de neutraliser ce suspect de manière à ce qu'il ne fasse pas de victime, en l'occurrence supplémentaire. Quand il n'a pas encore fait de victime et qu'il a un couteau, en l'occurrence, oui, ils peuvent essayer d'autres moyens. Et je termine juste sur ça, l'article que l'extrême gauche veut supprimer, le 435-1 du Code de sécurité intérieure, pardon d'être un peu pompeux sur les articles, mais c'est un article qui permet, dans le cadre d'un périple meurtrier ou dans le cadre d'un individu qui agresse plusieurs individus, de pouvoir permettre aux agents d'utiliser la force sans de nouvelles victimes. Donc si on supprime cet article, c'est ce fameux article que critique l'extrême gauche pour les refus d'obtempérer, on permettra plus demain à nos policiers de faire face à des assaillants au couteau, à des terroristes qui font un périple meurtrier et qui permettent aujourd'hui aux agents, pour les protéger juridiquement, de neutraliser ces individus. Là, on a une attaque au couteau. On sait que beaucoup aujourd'hui d'attaques terroristes se font au couteau. Principalement, depuis plusieurs années. Voilà. Depuis d'ailleurs 2015, principalement les attaques terroristes dans notre pays se font au couteau. Les 2 policiers à Magnanville, c'était au couteau. Les différentes attaques militaires au Louvre, c'était au couteau. Oui, le couteau est devenu la première arme utilisée des terroristes. Le parquet antiterroriste sera saisi. Oui, néanmoins, le fait d'apprendre que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, se rende sur place, on est sans doute au-delà d'une simple rixe ou règlement de compte. Malheureusement, à Marseille, il y en a beaucoup. Le ministre de l'Intérieur ne se déplace pas à chaque fois. Non, mais je vais laisser le ministre de l'Intérieur aller évidemment sur place et à l'issue, j'imagine qu'il fera une communication. En tout cas, il faut soutenir ces policiers et ces gendarmes qui font un travail de fou, notamment dans la capitale phocéenne à Marseille. Je rappelle que la Cour des comptes, qui a rendu un rapport sur l'état des forces de sécurité intérieure à Marseille, évoque que la délinquance de voie publique à Marseille est le fait d'un individu sur deux interpellé par les services de police de nationalité étrangère. Donc, il faut aussi dire les choses. Moi, je suis un politique et aider les policiers et les gendarmes et même la justice à mieux lutter contre les voyous, c'est de nommer les mots. Et donc, la Cour des comptes, qui est attaché à aucun parti politique, disait que un individu sur deux interpellé dans la délinquance de voie publique à Marseille, une nationalité étrangère. Donc ça aussi, lutter contre l'immigration irrégulière, lutter contre celles qui font des victimes chez nous et qui viennent pas de chez nous, les expulser, c'est une priorité que M. Retailleau a bien du mal à appliquer. C'est pour ça que moi, je suis pas contre M. Retailleau. Je suis pour qu'on protège les victimes. On va aller à Marseille retrouver Alexis Puyette, qui est en direct pour BFM TV, puisque vous êtes sur place, Alexis, dans ce quartier qui a été bouclé. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à nous donner ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend le procureur de Marseille, Nicolas Besson, qui devrait donc s'exprimer dans quelques minutes. On l'aperçoit au loin, à quelques mètres donc de ce kebab où a eu lieu tout à l'heure ces tirs de policiers qui ont donc abattu cet assaillant, cet homme. Donc pour le moment, eh bien, vous voyez, tout le quartier est bouclé. Il y a un dispositif policiers très très importants, vous les voyez sur ces images d'Anne Boisis. Donc on est vraiment en plein centre-ville de Marseille, cours Belzins, à quelques mètres du Vieux-Port, et il y a beaucoup de badauds tout autour dans ce quartier complètement bouclé. Et donc sur les faits, eh bien tout s'est passé un petit peu avant 15 heures, où donc eh bien cet assaillant a porté des coups de couteau sur au moins 3 personnes. Et puis ensuite, eh bien ça s'est passé dans un hôtel à quelques mètres d'ici, toujours dans le quartier de Belzins. Il est ensuite reparti à pied, s'est dirigé vers la gare Saint-Charles, et puis ensuite, eh bien, les policiers l'ont intercepté ici sur ce cours Belzins, et donc ont tiré à plusieurs reprises, mortellement tiré sur cet individu. Et vous apercevez la tente blanche eh bien, sous laquelle repose la dépouille de cet assaillant, et la police scientifique qui travaille pour essayer de recueillir des éléments pour l'enquête. Voilà ce que je peux vous dire. On attend évidemment eh bien, la déclaration de Nicolas Besson, le procureur, qui va nous donner des éléments factuels pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Alexis, sur l'image de BFM TV, on voit effectivement cette enseigne Istanbul City, et c'est justement devant ce commerce que l'homme, celui qui avait poignardé 3 personnes, a été neutralisé, tué par la police. Oui, absolument. C'est vraiment devant cet établissement Istanbul City que vous apercevez. Visiblement, il sortait de ce kebab, et c'est à cet endroit-là que les policiers l'ont intercepté et qu'ont eu lieu ces tirs. Donc plusieurs reprises, je vous le disais, qui ont eh bien, touché mortellement cet homme dont on sait peu de choses pour le moment. Ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, il y a donc au moins 3 personnes blessées, dont un dont le pronostic vital est engagé. Voilà, on va avoir plus d'éléments
également tout à l'heure avec le procureur. Et puis, ce que vous disiez tout à l'heure, on attend aussi évidemment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'exprimera tout à l'heure et qui viendra donc à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. Donc, comme vous le disiez, une affaire prise au sérieux, très au sérieux par les autorités. Voilà, donc avec ces images d'Anne Boisise. Mais si on reprend simplement le déroulé des faits, Boris Karlamov, c'est-à-dire d'abord, il y a eu cette rixe où il faudra savoir ce qui s'est passé dans un hôtel, et c'est ensuite que le signalement de l'homme a été donné aux policiers. Oui, absolument. Cette rixe, elle se déroule peu avant 15h. Nous sommes donc dans un hôtel. Il y a un homme qui est donc soupçonné d'avoir poignardé au moins 3 personnes. On ignore les motifs qui ont conduit à cette rixe. Il y a eu un différend particulier pour expliquer donc le geste de cet homme. 3 personnes poignardées au moins et une personne qui se trouve dans un état grave puisqu'elle est en urgence absolue. Cet homme, il va descendre de cet hôtel. Il va donc descendre sur la voie publique et là, on ignore concrètement s'il va faire des allers-retours ou non. Quoi qu'il en soit, il va se retrouver face à un équipage de policiers, au moins 4 policiers. Lui est en possession de 2 couteaux et d'une barre de fer. Et sur des vidéos témoins, eh bien, on le voit faire face aux policiers qui le tiennent en joue. Il y a un moment où il va être plusieurs policiers, au moins 4 policiers qui le mettent en joue. Oui. Et là, l'homme va, comme semble-t-il, brandir ces 2 couteaux. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que les policiers vont ouvrir le feu pour le neutraliser. Il va donc décéder suite à cette neutralisation. Donc une scène. C'est des policiers de la BAC. Alors c'était des policiers avec le brassard police, des policiers en civil. Est-ce qu'il s'agit là d'effectifs de la BAC? Visiblement, tout semble croire que oui, mais ils étaient plusieurs donc à le mettre en joue. Mais on va rappeler voilà qu'avant cela, il y a donc une rixe dans un hôtel qui est, semble-t-il, le point de départ de tout cela. Dernière information que Mathias Tesson est en mesure de nous confirmer, le parquet national antiterroriste est à ce stade en observation, c'est-à-dire qu'il est en train d'étudier les faits et qu'à tout moment, même dans les prochaines heures, dans les prochains jours, s'il le souhaite, il peut se saisir des faits. Quoi qu'il en soit, c'est monsieur Besson, Nicolas Besson et le parquet de Marseille qui sont pour l'instant aux manettes et le procureur qui ne devrait pas tarder à s'exprimer sur BFM TV. Mais ce sont les hommes de la BAC qui interviennent comme ça, qui sont en patrouille sur la voie publique, à qui on signale ce qui se passe. En fait, la brigade d'anticriminalité, en l'occurrence, là, oui, c'est des policiers de la BAC. Il y avait aussi des policiers de la police aux frontières. Et en fait, la brigade d'anticriminalité fait partie du 2e niveau. Vous savez que depuis les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur de l'époque, avait en place le schéma national d'intervention. C'est ce schéma qui prévoit 3 niveaux. Le premier niveau, qui sont tous les policiers intervenants. Le 2e niveau, ce sont les BAC. Ce sont une partie de certains gendarmes qui permettent d'intervenir sur des terroristes. Et le 3e niveau, c'est la BRIPP, la brigade de recherche d'intervention de la préfecture de police de Paris, le RAID et le GIGN, qui eux interviennent, comme on l'a vu, dans les situations extrêmes, comme à Darmatin-en-Goël, comme à l'hypercachère de la porte de Vincennes en janvier 2015, ou encore dans le Bataclan en novembre 2015. Voilà. Donc là, les policiers de la BAC font partie des unités de 2e niveau formées et spécialisées dans la lutte contre les terrorismes ou les actions violentes. Vous pouvez le voir sur vos écrans. C'est pour ça que supprimer la BAC, c'est enlever une jambe à la police et ne pas permettre de neutraliser, d'intercepter ces suspects. Puis je rappelle que là, on a des policiers qui font des sommations et qui ne répondent pas à ces sommations. Je reprends les propos de votre journaliste et que les policiers ont fait feu parce que visiblement, c'était le dernier recours pour protéger des vies et également leur vie. Alors d'autres responsables politiques sont avec nous autour de la table, puisque dans un instant on va parler politique, des grandes manœuvres, notamment à Matignon, mais aussi à l'Élysée. Mais Mathieu Lefebvre, vous qui avez travaillé d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, vous êtes député Ensemble pour la République, une nouvelle attaque au couteau. Pour l'instant, on ne sait pas précisément pourquoi l'homme a poignardé ses victimes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il est mort, il a été neutralisé, tué par la police. Peut-être que c'est une affaire de terrorisme. Pour l'instant, il faut être prudent. Bruno Retailleau va aller sur place. Bruno Retailleau est attendu sur place. Le procureur doit prendre la parole d'ici quelques minutes. Une réaction à Mathieu Lefebvre. Je voudrais d'abord avoir un mot de soutien évidemment pour les victimes de cette attaque ignoble et un mot de soutien aux policiers qui sont intervenus, parce que quand on intervient, qu'on est policier dans des situations de grand danger, de graves menaces pour leur propre intégrité, il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid et de beaucoup de courage, et assassiner un homme pour éliminer le danger, c'est toujours évidemment un traumatisme pour eux. Je voudrais penser à eux et dire que tout sera mis en œuvre évidemment pour que la sérénité revienne à Marseille. Je salue la décision du ministre de l'Intérieur de se rendre. C'est une attaque d'ampleur, il a raison de s'y rendre. Mais tous ces gens qui se promènent, entre guillemets, avec des couteaux, les attaques au couteau. Il y a ce jeune là, de 16 ans qui vient d'être tué à coup de couteau par un autre jeune de 13 ans. C'est tous les jours, en fait, qu'on a des victimes tuées par des hommes qui se baladent avec des couteaux. Et vous savez, dès 2020, quand Gérald Darmanin est devenu ministre de l'Intérieur, il a parlé d'ensauvagement de la société. La société est aujourd'hui de plus en plus violente, avec des gens qui n'hésitent pas à passer à l'acte. Il va falloir évidemment qu'on éclaircisse ce qui s'est passé avec cette personne.
mais il y a des gens qui se radicalisent en 24 heures, en une nuit, et qui deviennent extrêmement violents. Donc ça interroge évidemment sur les motivations et ça interroge sur ce qui est en train de devenir notre société. Mais en tout état de cause, il faut que le calme revienne à Marseille et il faut aussi que nous soyons toutes et tous aux côtés de nos forces de l'ordre parce que sans elles, nous ne pourrions rien faire. Quand j'entends certains nous dire que la police tue, la police protège et elle continue à bien le faire. Agnès Séverin, vous vouliez réagir également? Oui, absolument. Dire évidemment que je pense aux victimes et à leurs familles et que ne faisons pas comme si on découvrait la Lune. Aujourd'hui, il y a une véritable dérive très violente de la société et une violence endémique qui touche tous les territoires. Et en effet, nous sommes du côté des policiers, la police nous protège et nous devons protéger la police. Et je pars du principe qu'il n'a pas eu d'autre choix, visiblement, que de tirer, légitime défense évidemment. Et voilà, je vois bien la réaction de Bruno Retailleau, c'est action-réaction, et qu'il s'est immédiatement rendu sur place. Je pense évidemment à la France Insoumise qui disait qu'il faut désarmer la police, qu'il faut supprimer la BAC. Et on voit encore une fois la légèreté avec laquelle la stratégie de la France Insoumise est tout simplement de désarmer la police dans des conditions qui sont inacceptables. Et on en a encore une fois la preuve sous les yeux. On va avoir le procureur qui doit parler, Boris Karlamov, dans un instant, hein, justement Absolument. pour faire le point sur l'enquête. On nous dit que c'est imminent, c'est l'histoire. Voilà, Monsieur Besson qui est en train d'arriver vers la caméra d'Anne Boisiz. C'est le procureur de la République de Marseille. Qui ne prend pas souvent la parole. Hein. Non, il a une parole assez rare. Alors, lorsqu'il s'exprime, c'est toujours dans un cadre très officiel, dans sa bibliothèque du tribunal judiciaire de Marseille. J'ai notamment sur les affaires de stupéfiants. Absolument, lorsqu'il fait son bilan sur le narco-banditisme chaque année, pour faire le décompte entre guillemets des narcomicides à Marseille. On a peu l'habitude de voir une expression de la part de M. Besson directement sur le terrain. Est-ce qu'il faut y voir là un signe de gravité sur les faits qui se sont donc déroulés? Pour que ce soit clair, Boris Karlamov, sur la droite de l'image, oui, on voit ce restaurant, ce fast-food qui s'appelle Istanbul City, avec juste devant une tente blanche. Absolument. Et la tente blanche, c'est là où, sans doute, est le corps de l'homme qui a été tué. Oui, c'est là où le corps de l'homme a été retrouvé. Il y a donc la police scientifique qui est en train de procéder aux premières constatations. S'approche de nos caméras. On va donc pouvoir l'écouter et comprendre ce qui s'est passé à Marseille cet après-midi. Attendez un instant, vous mettre un peu. Ouais, vous me dites, comme ça, on peut démarrer. Un peu plus par là, s'il vous plaît. Un peu plus près. Un peu plus près d'ici. Pour les micros, s'il vous plaît. Allez, super. Comment ça va? Non, attendez un instant. Tiens, tu peux le prendre. Bonjour, compte tenu de l'émotion provoquée par les événements, je vous fais un point de presse très rapidement après la survenance des faits, qui est naturellement, c'est les enquêtes judiciaires qui sont en cours d'être diligentées, qui permettront d'apporter des éléments avec plus de certitude. C'était les éléments préalables que je voulais indiquer avant de commencer ce point de presse. 14h45 aujourd'hui. Un individu de nationalité tunisienne en situation régulière sur le territoire national qui logeait dans un hôtel du quartier de Belzance a été expulsé de cet hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. C'est ce qui ressort a priori des premiers éléments des investigations. Il revient aujourd'hui dans cet hôtel, il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porté un coup de couteau au flanc d'un colocataire, d'une personne qui occupait cette chambre. Cette personne a été prise en charge par les marins-pompiers. Elle est hospitalisée dans un état d'urgence absolue. Il descendait et regagnait le rez-de-chaussée de l'hôtel où il portait immédiatement un ou plusieurs coups de couteau. C'est l'enquête qui permettra de le déterminer sur le gérant de l'hôtel. Puis sortait dans la rue et poursuivait le fils du gérant de l'hôtel qu'il poignardait au niveau du dos. Le gérant et le fils du gérant sont actuellement hospitalisés, mais dans un état d'urgence relative. Donc leur jour, a priori, ne serait pas en danger. Il va poursuivre son périple criminel en se rendant dans un snack situé à proximité où il y a le patron et un certain nombre d'employés. Et là, il va essayer de porter des coups de couteau, particulièrement sur le gérant, mais également très vraisemblablement, et c'est l'enquête qui pourra le déterminer, en essayant de blesser d'autres personnes se trouvant dans ce snack. Puis ensuite, mise en fuite
très vraisemblablement par les clients de ce snack. Il va poursuivre son périple et se retrouver Courbelzens, où là encore, il semblerait qu'à l'aveugle, il tente de porter des coups à des personnes présentes et notamment 2 personnes vont être blessées au niveau facial en recevant des coups de matraque puisqu'il était porteur de 2 couteaux mais également d'une matraque. Une patrouille de police patrouillant quartier de Belzins va intervenir. Les fonctionnaires de police, là aussi ressort des premiers éléments d'exploitation, des témoignages, mais également des caméras de vidéosurveillance qui sont particulièrement claires. Les fonctionnaires de police vont lui demander de jeter ses armes. Il n'obtempère pas et ils vont faire usage de leurs armes, que ce soit du taser ou de leur pistolet automatique, et ils vont le neutraliser. L'auteur de ce périple criminel décédera malgré les tentatives de réanimation du SAMU et des sapeurs-pompiers à 15h26 minutes. J'ai saisi la police judiciaire des faits contre cette personne, du chef de tentative d'homicide volontaire par rapport à toutes les victimes qu'il a faites durant son périple criminel, mais également de tentative d'homicide volontaire sur fonctionnaires de police, sur personnes dépositaires de l'autorité publique, puisqu'il semblerait, et je parle sous toute réserve, mais des premiers éléments de l'enquête, qu'il se serait précipité vers eux plutôt que de rendre ses armes. Et puis, j'ai saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, suite à l'usage des armes et la neutralisation de cet auteur. Je les ai saisis d'une enquête du chef d'homicide volontaire suite aux coups de feu qui ont été portés pour le neutraliser. À ce stade, nous avons donc 5 victimes, dont une dont l'état est assez critique, et nous avons notre auteur qui est décédé à 15h26. Cette personne était connue des services de police et de justice. Je vous remercie. Est-ce que l'assaillant a crié à la Wakbar, monsieur le procureur ? S'agissant du mobile, il a effectivement proféré un certain nombre de paroles et nous sommes en cours de vérification. Vous imaginez bien, nous sommes en peine en train d'entendre les témoins pour apprécier s'il a effectivement prononcé ou non Allahu Akbar. Il est trop tôt à ce stade pour le confirmer, mais nous y travaillons et naturellement, vous serez informés dès que les éléments pourront être stabilisés avec certitude. Merci. Le périple a duré combien de temps? Du coup, 15h26 la fin et le début. Le début. Merci. Ok. Voilà, vous venez d'entendre Nicolas Besson, le procureur de Marseille, revenir donc sur ce qui s'est passé cet après-midi dans le quartier Belzins, Boris Karlamov, avec cette volonté de tuer de la part de l'assaillant qui lui a ensuite été neutralisé par la police. Tout a donc démarré dans un hôtel du cours Belzins. Oui, volonté de tuer à l'aveugle et de manière gratuite. Ce sont les mots du procureur Nicolas Besson. Les faits se sont donc déroulés peu avant 15h. Il y a donc un individu de nationalité tunisienne en situation régulière qui logeait dans un hôtel du premier arrondissement de Marseille, et ce dernier a été expulsé pour des impayés de loyer. Cet individu descend, remonte dans la chambre qu'il occupait. Il y a donc dans cette chambre son colocataire, le procureur de Marseille, et il va porter plusieurs coups de couteau à cette personne. Il va redescendre, se diriger vers la réception de l'hôtel. Là, il y a le gérant de cet hôtel et ça va être encore le même mode opératoire. Il va poignarder à plusieurs reprises cette personne. Il va aller dans la rue et il va prendre en chasse cette fois-ci le fils du gérant de l'hôtel qu'il va également blesser. Il va se réfugier dans un snack. Le snack, justement, que vous voyez à droite de l'image avec la tente blanche
blanche juste devant où travaille la police technique et scientifique. Cet individu va donc déambuler dans la rue. Le procureur parle il y a un périple meurtrier et lui évoque à l'aveugle et de façon gratuite, il tente de porter des coups de couteau à 2 personnes au hasard dans la rue. Au total, il y a donc 5 victimes, 5 personnes qui ont été blessées, dont une qui se trouve en urgence absolue. C'est le colocataire. C'est le colocataire qui se trouve en urgence absolue. La première victime, en fait. Et quant à l'assaillant, on va le rappeler, il a été donc neutralisé par les policiers qui sont intervenus. Devant ce kebab, Istanbul City. Voilà, devant ce kebab avec la tente blanche, c'est là où bien il a été neutralisé par plusieurs coups de feu venant d'au moins 4 policiers. Il y a donc, on n'en sait plus sur le profil de cet homme, je le disais, tunisien, situation régulière, connu des services de police et de justice, et désormais 2 enquêtes bien distinctes qui sont donc ouvertes par le procureur de Marseille. Jean-Christophe Couville, le policier, nous a rejoint. Donc il y a un fait déclencheur. Cet homme ne payait pas son loyer, il est expulsé. Il semble se venger sur le gérant, le fils du gérant. Et puis derrière, il bascule dans autre chose. Derrière, qui veut faire le plus grand nombre de victimes. Et c'est pour ça que les policiers n'ont pas d'autre choix de l'abattre, parce qu'il n'obtempère pas, tout simplement. Bah oui, vous savez, quand vous arrivez sur une scène où justement vous ne connaissez pas ni l'avant ni l'après, mais vous arrivez, vous voyez un homme avec un couteau, vous lui demandez de poser son couteau, il n'obtempère pas. Et moi j'ai vu des images aussi sur les réseaux sociaux où il va vers le policier avec le couteau pour le poignarder. Effectivement, on est en état de légitime défense et on neutralise la personne. Non, il n'y a pas le choix. On n'a pas fait le stage Avenger. Hein. Nous, on fait ce qu'on nous donne. Mais on avait un homme qui a été pris de folie meurtrière, en quelque sorte. Vous pouvez pas aller au corps à corps avec un homme comme ça. Il n'y a que votre arme à feu qui peut vous sauver. C'est votre cordon ombilical avec votre vie, quoi. Sachant qu'il y a du monde autour. Il y a du monde. On sait qu'il y a eu déjà un périple meurtrier parce que vous prenez aussi d'entrée des informations, il y a des gens qui crient. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois de fixer comme ça quelqu'un. 5 blessés en tout. Hein. Oui, je peux vous dire que vous avez un effet tunnel où vous voyez que la personne. D'ailleurs, vous voyez même pas ce qui se passe à côté, et vous faites réellement une fixation sur cet individu. Et en fait, votre seul but à vous, c'est de le neutraliser, qui pose son couteau déjà dans un premier temps. Et si après, effectivement, il n'obtempère pas, de vous protéger, de protéger les autres citoyens. Alors, on ne sait pas si le parquet antiterroriste sera saisi. Pour l'instant, il est en observation, c'est ça, Boris ? Oui, absolument. Cela veut dire qu'il est en étude des faits que le parquet de Marseille lui ont remontés. Il peut se saisir à tout moment. Il peut se saisir dans les prochaines heures comme dans les prochains jours. C'est une procédure classique en attente donc d'avoir des éléments supplémentaires qui justifieraient ou non que le parquet national antiterroriste se saisisse. Sachant que le procureur l'a bien dit, hein, c'est le début de l'enquête. Absolument. Il y a des vidéos, il y a des témoins, donc on va savoir précisément quelles étaient les motivations de cet homme. A-t-il dit des choses ? A-t-il crié une revendication autre ? Pourquoi a-t-il basculé dans cette folie meurtrière ? Et Bruno Retailleau est attendu également sur place du ministre de l'Intérieur. Il avait des antécédents, il était déjà connu des services de police et de justice en situation régulière sur notre territoire alors qu'il est de nationalité tunisienne. Vous parlez de Bruno Retailleau, oui, le ministre de l'Intérieur qui est attendu à 20h30 à l'évêché dans le plus gros commissariat de la cité phocéenne. C'est le signe bien que la place Beauvau prend très au sérieux les faits qui se sont déroulés cet après-midi, donc sans doute avec une prise de parole, peut-être conjointe de la part du ministre de l'Intérieur et du procureur Nicolas Besson pour avoir les tout derniers éléments dans cette affaire. Mais l'enquête, elle ne démarre qu'à peine. 2 enquêtes. La première qui est menée par la police judiciaire pour tentative d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. À savoir donc les policiers qui ont mis en joue cet individu cet après-midi dans ce premier arrondissement. Et puis une deuxième enquête, là aussi classique, cette fois-ci menée par l'IGPN, concernant donc la neutralisation de cet individu par ces policiers qui sont donc intervenus cet après-midi pour le neutraliser. Nous sommes avec Stéphane Ravier, il est sénateur d'hiver droite de Marseille, il est en direct avec nous. Bonsoir monsieur le sénateur. Bonsoir. Quelle est votre réaction après cette attaque au couteau et l'assaillant qui a été tué par les forces de police direct dans le plein centre de Marseille? Écoutez, mon premier mot, ma première réaction sera en direction des policiers. Je n'ai qu'un seul mot à leur dire. Moi, je ne déclenche pas d'enquête parce que ce que j'entends, ce que j'observe, c'est que les premières enquêtes, c'est en direction des policiers pour savoir si vraiment ils ont utilisé leurs armes comme il le fallait, quand il le fallait. Bon, il y a des témoins. Je pense que cette enquête sera quand même vite bouclée et qui permettra de conclure que ces policiers ont agi évidemment comme ils devaient le faire, avec sang-froid et détermination. Ils ont permis à Marseille d'être débarrassé d'une ordure, quelles que soient ses motivations. 5 personnes qui ont été blessées, dont une grièvement.
Donc félicitations à ces policiers qui ont accompli leur mission. Maintenant, écoutez, moi, des informations qui viennent à mes oreilles qui restent à vérifier, c'est, j'allais dire, la motivation. On me dit que ce sinistre individu aurait hurlé à la Akbar. En tout cas, ce qui est confirmé par votre propre enquête, c'est que c'est un étranger, certes en situation régulière, mais de façon récurrente et trop souvent répétée, j'allais dire, des rapports avec la police et la justice connus de façon très défavorable. Donc, il venait d'être expulsé de l'hôtel, hein, et il s'en est pris donc au gérant, à son colocataire, au gérant et au fils du gérant, et avant de s'en prendre ensuite à des personnes rencontrées au hasard. Oui, mais ce n'est pas de son hôtel qu'il aurait dû être expulsé, c'est de France qu'il aurait dû être expulsé. Oui, mais il était en situation régulière, monsieur le député. Oui, monsieur le sénateur. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que même lorsqu'un étranger en situation régulière enfreint les lois de l'hospitalité du pays qui l'a accueilli en se rendant coupable de divers faits délictuels ou criminels, eh bien, il doit être expulsé. C'est ce que nous faisons tous chez nous. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous et qu'il vous saccage votre appartement, votre maison, vous le mettez dehors. Eh bien, monsieur Ravier, on ne sait pas précisément pourquoi il avait été condamné. Donc, c'est toujours après de dire qu'il fallait l'expulser. On ne sait pas exactement quelles étaient ses condamnations. Peu importe, à partir du moment où un étranger en situation régulière enfreint notre loi de l'hospitalité, eh bien, il doit être expulsé et non pas bénéficier d'un permis de séjour qui, je crois, courait jusqu'en 2032. Monsieur le sénateur, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit se rendre sur place ce soir. Sa présence est importante à Marseille pour faire le point sur ce qui s'est passé. Écoutez, on n'a pas besoin de M. Retailleau qui va faire une énième promesse de durcissement, de réponse graduée. On n'a pas besoin de lui. Je crois qu'on a une police à Marseille qui est extrêmement efficace, professionnelle. On n'a pas besoin d'un petit numéro de M. Retailleau. Voilà, malheureusement, cet acte qui s'est produit aujourd'hui à Marseille vient s'ajouter à une longue série à travers le pays, et y compris à Marseille. Je rappelle qu'il y avait eu un attentat islamiste en 2017, Laura et Moran, à l'origine un Tunisien en situation irrégulière, lui qui avait revendiqué une action islamiste et terroriste, et puis des attentats déjoués à Marseille. Marseille qui reste une plaque importante du développement de l'islamisme et du terrorisme. Donc on n'a pas besoin de M. Retailleau pour des promesses qu'il ne tiendra de toute façon pas. Merci, monsieur le sénateur Ravier, sénateur d'hiver droite des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Néanmoins, Mathieu Lefebvre, on voit quand même une fois de plus la violence qui se manifeste dans cette ville avec cet homme donc, qui au départ est expulsé d'un hôtel, prend un couteau, décide de se venger et ensuite de poignarder le maximum de personnes sur son passage. Heureusement, les policiers ont stoppé cette folie, ce périple meurtrier. On a un problème avec les couteaux, on a un problème avec la délinquance, on a un problème... Stéphane Ravier dit, même s'il était... il avait une situation tout à fait légale, il aurait dû être expulsé puisqu'il avait déjà été condamné. On a un problème avec ces publics dangereux qui n'ont que faire de la vie humaine et pour qui la vie est un jeu vidéo. Voilà avec quoi on a un problème. Maintenant, moi je suis heureux qu'on ait une police qui réagit extrêmement rapidement, avec beaucoup de courage. Et on a aussi un problème, peut-être l'effet le diront-ils, mais de santé mentale dans ce pays. Il y a objectivement beaucoup de personnes qui mériteraient d'être traitées et qui ne le sont pas. Encore faut-il le diagnostiquer, mais ce devait être une grande cause nationale. C'est extrêmement important qu'on puisse progresser en ce sens. Vous avez entendu ce qu'a dit le sénateur Ravier. Il a dit on n'a pas besoin du numéro de claquette de monsieur Retailleau sur place. C'est très insultant. Oui. Pardon, juste là-dessus, c'est très insultant. Ce ministre de l'Intérieur représente l'ordre et la sécurité des Français, représente aussi les policiers et les gendarmes, le Rassemblement national. Sa présence d'un revers de main, le Rassemblement national. Non, je dis bien, mais le sénateur Ravier ne peut pas, d'un revers de main, dire que... Et la présence du ministère de l'Intérieur, elle sert à quoi précisément ? Elle est très importante d'abord pour aller féliciter les forces de l'ordre et aussi pour rassurer la population. Et elle dit aussi le besoin d'ordre et de sécurité pour la ville de Marseille. Je crois que M. Ravier ferait mieux, objectivement, de venir accueillir le ministre de l'Intérieur plutôt que de critiquer sa présence. Voilà, le problème avec Stéphane Ravier, c'est que très vite, il tombe dans la politique politicienne. On sait très bien que Bruno Retailleau est l'obsession
du Rassemblement national. Pourquoi? Parce que Il n'est plus 60%... Rassemblement national, hein, oui, enfin, c'est pareil. Il est chez Reconquête. Il est divers droite. Quand on dit LR, LPS, c'est un élu d'extrême droite. Ils savent très très bien, en fait, je vous que répondrai. 60% de votre électorat fait confiance à Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur parce qu'il incarne en effet l'autorité, la fermeté et la clarté sur tous ces sujets régaliens. Et donc, forcément, ça dérange parce que il faut dire aussi la vérité. Il ne peut pas renverser la table en 9 mois, Bruno Retailleau. Il n'a pas de baguette magique. On ne peut pas, depuis 15 ans, il y a une forme de laxisme judiciaire, répondre à toute cette demande sécuritaire et notamment sur une révolution pénale que nous appelons de nos voeux. Donc oui, il n'a pas de baguette magique. Ah mais moi, Agnès, c'est vrai, moi je fais pas de la popole. Là, on a des policiers méritants qui devraient être décorés pour leur action héroïque au service des Français. Bruno Retailleau se rend à leur chevet. Très bien, mais moi je le conteste pas. Il représente la République et le ministère de l'Intérieur. Et pardon de le dire, mais moi je représente le Rassemblement national, je suis le porte-parole. Donc notre position, elle est très claire. On défend les policiers. On a même proposé la présomption de légitime défense. Moi, ce que je reproche pas à M. Retailleau, c'est de pas pouvoir faire en 9 mois ce qui n'a pas été fait en 40 ans. Je reproche qu'il fasse beaucoup d'effets de manche, beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. Et à l'Assemblée, votre groupe, Madame Évrin, c'est que on a proposé les peines planchées pour les récidivistes, les peines minimales. Vous parlez de laxisme judiciaire pour les agresseurs de policiers, même la présomption de légitime défense. On voit encore une fois que là, ça serait nécessaire. Vous ne l'avez pas voté par sectarisme. Donc je m'attendais à plus de courage politique. Peut-être un petit moment de décence quand même, M. Valère. C'est que vous êtes dans le Lefebvre non plus. Votre mais il y a peut-être un petit moment de décence. Il y a des gens qui sont Je voudrais lui dire qu'il est dans la pure démagogie. J'ai commencé par le soutien policier. Le répressif ne suffit pas. Et puis, vous savez, c'est facile pour le Rassemblement national parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais exercé de responsabilité. On ne demande que ça. Donnez-nous les clés du pouvoir par les c'est votre meilleur atout. Merci de le reconnaître. Mais on ne demande que ça. On demande même une dissolution pour que ce soit les Français qui nous donnent mandat. D'accord. Stéphane Ravier dit... c'est la démocratie. Il était certes en situation régulière, mais il avait déjà été condamné. Et parce qu'il avait été condamné, il aurait dû être expulsé. Ben oui, évidemment. Et c'est tout le problème de cet impossibilisme juridique contre lequel Bruno Retailleau se bat, justement. Il avait forcément des raisons. Il y a la CEDH. Vous savez, tout le problème aujourd'hui, c'est que la CEDH s'immisce dans la politique migratoire de la France. Et donc, c'est tout un sujet. Et quand on dit qu'il y a une forme d'impossibilisme juridique, c'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui, il est resté sur le sol français. Alors, on va reprendre le déroulement des faits avant de continuer de vous faire réagir, bien évidemment, cette attaque au couteau à Marseille. D'ailleurs, les faits tels qu'ils ont été décrits il y a quelques minutes par le procureur. Ensuite, nous retournerons dans la cité phocéenne. Un individu de nationalité tunisienne en situation régulière sur le territoire national qui logeait dans un hôtel du quartier de Belzance a été expulsé de cet hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. Il revient aujourd'hui dans cet hôtel, il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porter un coup de couteau au flanc d'un colocataire, de la personne qui occupait cette chambre. Il descendait et regagnait le rez-de-chaussée de l'hôtel où il portait immédiatement un ou plusieurs coups de couteau, c'est l'enquête qui permettra de le déterminer, sur le gérant de l'hôtel. Puis sortait dans la rue et poursuivait le fils du gérant de l'hôtel qu'il poignardait au niveau du dos. Voilà, nous allons retourner à Marseille. C'est Alexis Pluyed qui est sur place. Vous êtes à proximité du quartier, on le voit, devant ce kebab Istanbul City. C'est là qu'a été tué l'assaillant, dans un quartier qui est toujours bouclé par les forces de l'ordre, hein, Alexis. Oui, absolument, toujours bouclé par les forces de l'ordre. Vous voyez ce dispositif très important et vous voyez cette tente blanche sous laquelle repose toujours la dépouille de l'assaillant. La police scientifique est en train de travailler pour essayer de recueillir des éléments pour l'enquête et beaucoup de monde, des badauds tout autour de ce quartier. On est en plein centre-ville de Marseille, vraiment à quelques mètres du Vieux-Port. Et donc, vous le disiez, le procureur de la République qui s'est exprimé il y a quelques minutes, qui est revenu sur ce périple meurtrier de l'assaillant, un Tunisien en situation régulière, connu de la police. Il a fait 5 blessés au total et il avait une volonté de tuer à l'aveugle. C'est ce qu'a dit le procureur. On l'entendait à l'instant. Il est reparlé donc de cet assaut qu'il a donné dans cet hôtel où il a blessé son colocataire, le gérant puis son fils. Ensuite, il s'est réfugié dans un restaurant, dans un kebab à quelques mètres d'ici et il a blessé 2 autres personnes. Et puis enfin, la fin de ce périple meurtrier ici, devant ce kebab
Istanbul City où là, eh bien, les policiers l'ont intercepté, l'ont mis en joue. Il s'est montré menaçant, il s'est avancé vers eux. Et là, les policiers ont fait feu à plusieurs reprises. Il a été mortellement touché. Voilà ce qu'on peut dire. Une dernière précision, il aurait proféré des paroles, mais pour le moment, le procureur dit qu'on est en phase de vérification avec des témoignages pour essayer de savoir précisément ce qu'a dit l'assaillant avant d'être donc mortellement touché par la police. Alexis Puyette à Marseille pour BFM TV. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier, ce qui veut dire que ce genre de scène, les policiers sont de plus en plus confrontés, quasiment quotidiennement, avec ces comportements erratiques, couteau à la main, arme blanche à la main, quoi, en fait. Et il faut réagir très vite, quoi. Ah ben vous n'avez pas le choix. De toute façon, encore une fois, quand on intervient, on doit déjà protéger les citoyens et se protéger soi-même. Et puis après, effectivement, on nous enseigne ça aussi à l'école de police, dans les gestes techniques d'intervention pour neutraliser une personne. On ne peut pas aller au corps à corps avec une personne qui a un couteau, c'est pas possible. On n'est pas équipé pour. On voit bien qu'entre guillemets le taser, parce que c'est un pistolet à impulsion électrique, ne marche pas systématiquement non plus. Et puis après, c'est dans une fraction de seconde. Et là, le policier qui est en protection de ses autres collègues fait l'usage de l'arme parce que c'est conforme à la loi et c'est conforme à ce qu'on nous apprend.